Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la société Broadcom, qui est donc une société américaine dans les semi-conducteurs. On a couvert déjà pas mal de sociétés dans les semi-conducteurs sur la chaîne, notamment avec notre série sur les WFE, donc les Wafer Fab Equipment, au mois de septembre, où on a couvert KLA, Applied Materials, Lam Research ou encore Tokyo Electron. Et aujourd'hui, on s'attaque à Broadcom tout simplement parce que vous avez été très nombreux à m'en parler et à me demander ce que je pensais de Broadcom. Donc c'est à cette question qu'on va répondre aujourd'hui. Est-ce que je compte acheter la société ou pas? Et surtout, donc, quel sera mon prix juste pour Broadcom? Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir la réponse. Comme d'habitude, l'analyse sera découpée en 4 étapes. Nous verrons la société et son business model. Nous ferons l'analyse quantitative de la société, puis son analyse fondamentale. Et enfin, nous terminerons donc par l'évaluation du prix pour déterminer le prix juste auquel il faudrait acheter Broadcom. Et vous retrouverez donc 2 playlists méthodes. Donc vous avez la playlist 2023, donc qui contient les 3 vidéos que j'avais tournées en novembre 2023 sur la méthode d'analyse, et vous avez désormais la playlist méthode 2024 avec les vidéos de méthode mises à jour, notamment avec l'analyse quantitative qui est sortie ce week-end et l'analyse fondamentale qui sortira ce week-end, parce qu'il y a pas mal de points qui ont changé sur les différentes étapes de la méthode en un an, et donc je pense que c'est pertinent de la remettre à jour. Donc vous avez les 2 playlists si ça vous intéresse. Et comme d'habitude, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, parlons donc de la société Broadcom. C'est une société américaine qui a pour ticker AVGO, elle est cotée au Nasdaq, elle a une capitalisation de 837 milliards de dollars, donc une très très grosse cap. Elle n'est pas éligible au PEA, elle verse un dividende de 1,18% et elle est dans le secteur technologique. Vous voyez également sur le graphique de droite qu'elle a explosé depuis un an avec un CAGR de 41%, ce qui est monstrueux. L'histoire de la société commence en 1991 avec la création de Broadcom Corp par Henry Samueli et Henry Nicholas. En 2005 a eu lieu la création d'Avago Technologies après la vente d'une filiale d'Agilent Technologies à Silver Lake Partners. Et en 2015, donc Avago rachète Broadcom et le nouveau groupe prend le nom de Broadcom, et c'est pour ça que vous avez le ticker AVGO en bourse, c'est tout simplement le ticker d'Avago. Ensuite, en 2016, Cypress Semiconductor rachète les activités IoT de Broadcom. En 2017, Broadcom tente de racheter Qualcomm, donc un autre acteur dans les semi-conducteurs américains, mais échoue suite à l'intervention de Donald Trump qui s'oppose au rachat. Ensuite, en 2018, Broadcom se relocalise aux États-Unis. En 2019, elle acquiert Symantec, qui est notamment connu pour les antivirus Norton. Et en 2022, elle a fait l'acquisition de VMware, qui est spécialisé dans l'IA notamment. Au niveau des ventes par activité, on a 79% qui proviennent des Semiconductor Solutions, donc tout ce qui va être hardware, et 21% qui proviennent de infrastructure software, donc la partie logicielle de Broadcom. Au niveau des ventes par région, on a 67% en Asie-Pacifique, donc une forte exposition à l'Asie, 23% en Amérique et 10% en Europe, Moyen-Orient, Afrique. Si on refait un topo rapide sur l'écosystème des semi-conducteurs, vous voyez que Broadcom se situe dans les fabless designers, donc c'est-à-dire les entreprises qui designent des puces mais sans les fabriquer eux-mêmes. Donc on retrouve Apple, Nvidia, AMD, Broadcom, Mediatek, etc. dans cette catégorie, et ce sont des entreprises qui vont designer, qui vont concevoir des puces mais qui vont en sous-traiter la fabrication aux fabs, donc c'est-à-dire aux foundries. Donc on retrouve dans cette catégorie TSMC et Samsung. Vous commencez à connaître l'écosystème des semi-conducteurs et les foundries qui elles-mêmes s'équipent en machines auprès des Wafer Fab Equipment. Donc là, on va retrouver ASML, Applied Materials notamment, que j'ai en portefeuille. Au niveau du business model de Broadcom, donc on a des produits semi-conducteurs. Premièrement, Broadcom conçoit et fabrique des composants semi-conducteurs utilisés dans divers secteurs, notamment les communications filaires, les communications sans fil, le stockage d'entreprise et l'industrie, et les produits sont intégrés dans les équipements, notamment les smartphones, data centers ou encore les infrastructures réseau. Et on a également la partie logicielle d'infrastructure en complément. Donc Broadcom propose des solutions logicielles axées sur l'infrastructure mais aussi la cybersécurité, et ils sont destinés aux grandes entreprises, aux institutions gouvernementales, et ils offrent des outils pour la gestion des réseaux, la cybersécurité ou encore l'automatisation. Au niveau des produits donc que vend Broadcom plus spécifiquement, du côté semi-conducteur, donc qui représente la majorité des ventes avec 79%, on retrouve des circuits intégrés pour les réseaux utilisés dans les équipements de communication filaire et sans fil, notamment les routeurs, les communicateurs
commutateurs et les modems. On a des composants pour data center qui incluent des solutions de stockage, des contrôleurs RAID, des adaptateurs réseau notamment pour optimiser la performance des serveurs. Et également on a des composants pour appareils mobiles avec notamment tout ce qui va être puce Wi-Fi, Bluetooth et GPS intégrés dans les smartphones et tablettes. Et Broadcom est notamment leader sur les puces 5G et c'est notamment Broadcom qui fournit les puces 5G pour les iPhones. Ensuite sur la partie logiciel infrastructure qui est minoritaire, on retrouve des solutions de cybersécurité qui offrent des outils donc pour protéger les réseaux et les données des entreprises contre les menaces informatiques, donc virus, etc. On a les logiciels de gestion de réseau qui permettent une surveillance et une optimisation efficace des infrastructures réseau avec toute une partie DevOps et on a également des outils d'automatisation qui facilitent la gestion et le déploiement des applications et des services informatiques. Au niveau des clients de Broadcom et des marchés finaux, donc Broadcom sert principalement d'autres entreprises des semi-conducteurs pour son segment semi-conducteur, notamment des fabricants d'appareils finis, notamment Apple, Google par exemple, et Apple qui représente 20% du chiffre d'affaires de Broadcom. Broadcom sur cette partie est très concentré sur quelques clients clés. On peut citer les sous-marchés networking, wireless, broadband, server storage et industrial dans le segment semi-conducteur. Vous pouvez voir la répartition à droite. Et également côté logiciel, les clients sont plus diversifiés puisque là on a des entreprises dans la finance, le gouvernement, les télécommunications, la santé ou encore l'éducation, mais sur le gros de son chiffre d'affaires, c'est-à-dire les semi-conducteurs, Broadcom est majoritairement concentré sur quelques clients clés, notamment Apple et Google, puisque c'est Broadcom qui fournit les puces Wi-Fi ou les puces 5G présents dans les smartphones. Au niveau du marché et des concurrents, donc Broadcom fait partie des 7 plus grands fabricants de semi-conducteurs, donc de puces, et est comparable en taille notamment à Qualcomm. On peut noter qu'elle est également leader sur le marché des puces Wi-Fi avec environ 28,5% de part de marché en 2023 et elle est également leader sur les technologies 5G. Ensuite, on peut citer en principaux concurrents dans le segment des semi-conducteurs, on peut citer Qualcomm, AMD, Nvidia, Intel, etc. Et sur le segment logiciel, on peut citer Cisco Systems, Atlassian, IBM, CrowdStrike, Microsoft, Oracle et autres. Au niveau du management de la société, on retrouve Hock Hee Tan au poste de CEO depuis 2016, en sachant qu'il a rejoint la société en 2006. En tout cas, il faisait partie d'Avago à l'époque. On a Charlie Kawwas qui est président des semi-conducteurs depuis 2022. Il a aussi rejoint Avago en 2014 avant qu'elle rachète Broadcom. Ensuite, on a Alan Davidson qui est Chief Information Officer depuis 2020. Lui aussi était chez Avago. Et on a Kristen Spears qui est CFO depuis 2020 et elle aussi était chez Avago depuis 2014. Au niveau de l'actionnariat, on n'a pas de ligne particulièrement intéressante, ce sont majoritairement des institutionnels, vous commencez à connaître la musique. Et maintenant, on peut passer à l'analyse quantitative de la société. Pour ça, on se retrouve comme d'habitude sur l'application IQ Invest. Si elle vous intéresse, vous aurez bien évidemment les liens en description. Première chose qu'on peut constater, donc si on compare Broadcom en total return au S&P 500, on voit qu'elle écrase largement le S&P 500 avec 558% de performance sur 5 ans. Et si on se met sur 10 ans, la surperformance va être encore plus flagrante avec 2600% de performance pour Broadcom. Donc vraiment une performance impressionnante avec notamment depuis 2022, depuis donc mi-2023, une explosion du cours de bourse de Broadcom et vous verrez dans la troisième partie de la vidéo que ça se fait ressentir dans l'évaluation du prix. Au niveau de la note quantitative, donc on a 15 sur 20, on a des retours sur capitaux assez faibles avec 11,51% sur 10 ans. Au niveau des marges, par contre, c'est très bon avec 63% de marge brute, 30% de marge opérationnelle, 10% de marge nette, le tout avec relativement peu de dépenses en capex par rapport à l'operating cash flow puisqu'on a seulement 3%, mais ce n'est pas étonnant étant donné que c'est une fabless designer, donc c'est-à-dire qu'elle design ses puces mais qu'elle ne les fabrique pas, donc en fait les capex sont tout simplement supportés par TSMC qui est le fabricant majoritaire des puces de Broadcom. Au niveau de la croissance, on a un CA très bon avec 21% de croissance sur 10 ans et le tout avec une prédictibilité relativement bonne à 90%. Au niveau des free cash flow, pareil, on a une très bonne croissance sur 10 ans avec 10%, mais on voit que les free cash flow sont relativement cycliques puisqu'on a eu une légère baisse sur la dernière année. Au niveau du dividende, une très belle augmentation également avec 41% d'augmentation sur 10 ans et ça fait maintenant 13 ans que Broadcom augmente son dividende de manière ininterrompue. Au niveau des dettes, par contre, on a des dettes assez élevées avec 3,2 de dettes sur EBITDA et ça provient majoritairement des acquisitions que fait Broadcom. C'est une société qui rachète beaucoup de sociétés et elle a notamment emprunté pas mal d'argent pour acheter sa dernière acquisition, donc c'est-à-dire VMware. Ensuite, on a un payout ratio relativement modeste, en tout cas modeste
modéré à 45%. Si on passe à l'onglet quantitatif, ici on va mettre les données sur 30 ans et vous pouvez voir qu'on a une très belle croissance des revenus malgré une période un peu de plateau. Entre 2007 et 2013, on a eu vraiment une explosion des revenus depuis 2014, mais c'est pas étonnant puisque ça coïncide à peu près à vraiment l'explosion des smartphones, donc forcément Broadcom qui fournit beaucoup de puces, notamment pour les iPhones. Ensuite, si on regarde les free cash flow par action, pareil, une très très belle augmentation des free cash flow par action. Si on regarde les marges, on va enlever les capex ici, on a une très belle augmentation de la marge brute qui est passée de 23% en 2007 à 68% en 2023, donc vraiment quasiment un fois 3. On a également une très belle augmentation de la marge opérationnelle qui est passée de moins 6% en 2007 à 45% en 2023, donc une très très belle augmentation ici aussi. On voit que les retours sur capitaux sont également en hausse avec un ROIC qui était négatif en 2007 à moins 6% et qui est maintenant à 23%, mais on voit que les retours sur capitaux sont relativement cycliques avec des grosses années de baisse, notamment en 2016 et 2019. Au niveau des actions en circulation, par contre, Broadcom ne fait pas de rachat d'actions, elle dilue ses actionnaires même puisque les actions sont en constante augmentation depuis 2007 et ont même quasiment doublé depuis 2007. Au niveau de la dette, vous pouvez voir qu'on a des niveaux de dette historiquement relativement élevés avec un niveau de dette sur EBITDA toujours assez élevé, supérieur à 2 en règle générale, et au niveau des dividendes, par contre, on a une très très belle augmentation, notamment depuis 2016 avec une explosion du dividende de Broadcom. On peut également contrôler donc dans la partie segment, on a bien 79% des ventes qui proviennent des semi-conducteurs, 21% des infrastructures software, et vous pouvez voir que la répartition est relativement stable dans le temps, et également vous pouvez voir que la répartition géographique est également stable avec l'Asie-Pacifique qui représente toujours aux alentours de 65% des ventes en moyenne. Pour l'analyse quantitative, on obtient une note de 15 sur 20 pour Broadcom, ce qui est très bon. Maintenant, passons à l'analyse fondamentale et on va commencer par les forces de la société. Donc, elle a premièrement des relations durables avec ses fournisseurs comme TSMC, mais également avec ses clients comme Apple, Google, Cisco ou encore Arista Networks qui sont ses principaux clients de longue date. Ensuite, elle est leader sur les puces réseau, notamment pour le Wi-Fi, et Broadcom détient environ 28,5% des parts de marché devant Qualcomm. Également, elle a un portefeuille large et diversifié de solutions à la fois hardware et software, ce qui offre un avantage concurrentiel grâce à ses puces réseau notamment et ses puces 5G. On a un segment logiciel qui est stable, donc il est minoritaire, mais il permet à Broadcom de générer des revenus stables et récurrents. Et également, on a une forte capacité d'acquisition et d'intégration, puisque Broadcom a su faire de très bonnes acquisitions dans le passé, ce qui renforce sa position dans le secteur. Au niveau des faiblesses, premier point, on a une dépendance élevée à quelques clients clés, notamment sur les semi-conducteurs comme Apple, qui représente environ 20% du chiffre d'affaires de la société, donc c'est vraiment colossal, et on sait que Apple pourrait potentiellement se séparer de certains de ses fournisseurs, comme elle a pu le faire avec Intel qui était un fournisseur de très longue date pour Apple, mais ça ne l'a pas empêché de s'en séparer, ce qui a amené Intel quasiment à sa perte, puisque aujourd'hui Intel est dans de grosses difficultés. Ensuite, on a une exposition à des activités sans avantage concurrentiel durable, notamment les puces pour le broadband ou encore le stockage. On a un portefeuille de logiciels mature qui est principalement issu d'acquisitions et ce segment offre peu de potentiel de croissance à l'avenir. Et également, on a une croissance qui dépend énormément des acquisitions puisque Broadcom s'appuie principalement sur les acquisitions pour entrer sur des nouveaux marchés et stimuler sa croissance. Également, pour terminer, on peut noter des niveaux de dette relativement élevés pour financer des acquisitions, notamment en plus de la dilution d'actions qui est constante. Au niveau des opportunités de la société, premier point, on a des opportunités de croissance, notamment via l'IA et l'augmentation des dépenses dans les data centers de la part des acteurs principaux dans ce domaine, que ce soit Google, Apple ou encore Microsoft. Et elle est également bien positionnée dans le cloud computing grâce à ses solutions de virtualisation et de ses puces réseau, et Broadcom peut tirer parti de l'adoption croissante des technologies cloud. Ensuite, on a l'expansion dans l'IA avec VMware et l'acquisition récente donc de VMware ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine de l'IA. Et bien sûr, on a de potentielles acquisitions futures puisque Broadcom pourrait continuer à acquérir de nouvelles entreprises comme elle a su le faire avec succès dans le passé. Au niveau des menaces maintenant pour conclure, donc on a un risque de perte de clients historiques comme on l'a dit avec Apple notamment qui pourrait suivre l'exemple d'Intel en fabriquant directement ses puces réseau via TSMC et on avait déjà des rumeurs à ce niveau-là il y a quelques années comme quoi Apple commençait à réfléchir à ses propres puces réseau notamment 5G pour se passer de Broadcom dans les iPhones. On pourrait avoir une perte de leadership possible dans les puces réseau face à des concurrents comme Qualcomm, Nvidia ou encore Intel. On a un risque de fournisseurs élevé puisque la majorité
majorité de ces puces sont fabriquées chez TSMC à Taïwan, mais j'ai envie de dire ça c'est un risque qui est commun à toutes les entreprises tech quasiment. On a également une dépendance à la cyclicité du marché, puisque Broadcom est impacté directement par les cycles du marché des semi-conducteurs et notamment les ventes de ses principaux clients comme Apple. Et si Apple vend moins d'iPhone, bah forcément Broadcom vendra moins de puces 5G. Et enfin, on a des contraintes réglementaires puisque les régulateurs externes peuvent empêcher Broadcom de réaliser certaines acquisitions, et ça a déjà été le cas par le passé avec Qualcomm, l'acquisition de Qualcomm qui a été empêchée par le gouvernement de Trump en 2018. Au niveau de l'avantage compétitif, on a un large moat stable chez Broadcom qui provient de 2 points. Premièrement, les actifs intangibles, principalement sur la fabrication des puces, qui provient de ses brevets et de ses expertises avancées, notamment avec les filtres FBAR pour la 5G par exemple, et on a des coûts de changement sur la partie logicielle qui proviennent de la difficulté pour les entreprises à reformer les équipes sur des solutions concurrentes. Et pour terminer la partie fondamentale, on a la checklist fondamentale et on commence par les produits. Donc les revenus ne sont pas prédictibles puisque la majorité des revenus ne sont pas récurrents et les semi-conducteurs sont cycliques par nature. Ensuite, les produits ne résistent pas au changement, au risque de disruption puisque les technologies évoluent rapidement et aucune entreprise n'est à l'abri de la disruption. On peut citer le cas d'Intel récemment. Également, l'entreprise a un fort potentiel de croissance puisque Broadcom peut tirer parti de la vague de l'IA et de la multiplication des data centers et surtout de l'augmentation des dépenses des entreprises tech vers les data centers. Ensuite, au niveau du management, l'entreprise a une bonne allocation du capital puisque Morningstar lui attribue une note exemplaire. Le management a été compétent par le passé puisque l'entreprise est bien gérée et le management a su faire d'excellentes acquisitions. Par contre, on n'a pas de skin in the game, il n'y a pas de lien particulier avec l'entreprise et il n'y a pas de rachat d'actions. On l'a vu, le nombre d'actions en circulation est en constante augmentation. Au niveau de l'avantage compétitif, l'entreprise a une grande douve puisque Morningstar lui attribue une note de large moat stable et l'entreprise est leader sur son marché puisque Broadcom domine les technologies Wi-Fi et 5G. Par contre, selon moi, elle ne résiste pas suffisamment à la concurrence puisque ce milieu est extrêmement compétitif et Broadcom peut perdre des parts de marché face à Qualcomm ou un autre concurrent ou peut même tout simplement perdre ses clients historiques comme Apple qui pourrait fabriquer ses puces en interne. Donc si on récapitule, on a une note fondamentale de 10 sur 20, ce qui est moyen. Et maintenant, on va passer à la dernière étape, l'étude de la valorisation de Broadcom. Et pour ça, on se retrouve sur l'application IQ Invest, mais cette fois dans l'onglet évaluation pour Broadcom, et on va renseigner nos hypothèses de croissance pour les free cash flow par action. Donc personnellement, j'ai rentré 18. Pourquoi ? Parce qu'on a eu une croissance historique sur 10 ans de 36% par an, sur 5 ans de 17,6%, donc si on arrondit 18%, et on a un chiffre d'affaires prévu sur les 3 à 5 prochaines années de 23% par an. Donc 18, ça me paraît relativement conservateur, c'est la moyenne basse sur 5 ans. Également, j'ai renseigné un multiple final de 24, vous allez voir pourquoi juste après, mais on a eu une médiane sur 10 ans du price to free cash flow à 18, ce qui est très faible, et le price to free cash flow a explosé ces dernières années, puisqu'il atteint maintenant 44, ce qui est vraiment très très élevé. Si on regarde un peu l'évolution des ratios de valorisation, on voit que le PE a fait n'importe quoi en 2016, donc on va enlever le PE et on va se concentrer ici sur le price to free cash flow. On voit qu'il était à des niveaux très très élevés en 2015-2016, entre 25 et 35 globalement, puis ensuite le price to free cash flow a dégringolé jusqu'en 2020 où il a atteint ses plus bas au plus bas, donc forcément de la crise du Covid, avec 9 de ratio price to free cash flow, et depuis il a explosé depuis notamment donc début 2023 puisqu'il atteint maintenant des niveaux supérieurs à 40, ce qui est extrêmement élevé. Donc personnellement j'ai renseigné 24 puisque ça me paraît être relativement conservateur. Je vois mal Broadcom repasser sur des niveaux de price to free cash flow en dessous des 20, mais également je trouve qu'au-dessus des 25 et notamment au-dessus des 30, c'est vraiment n'importe quoi et personnellement je ne vois pas Broadcom garder cette valorisation à l'avenir. Donc c'est pour ça que j'ai renseigné 24 tout simplement. Et donc via cette hypothèse de croissance, donc 18% de croissance des free cash flow par action par an et 24 de multiple final, dans 5 ans on obtient un prix estimé de $233, en sachant que la société est aujourd'hui à $178, ça nous donne un CAGR de 5,45% par an, ce qui est relativement faible, donc l'entreprise n'est pas intéressante à acheter à $178. Mais du coup, si on veut obtenir un CAGR de 12% par an, il faudrait payer l'entreprise $132, soit une décote de 35% par rapport à son prix actuel, donc on a une marge de sécurité négative de moins 35% pour Broadcom, donc elle est aujourd'hui surévaluée, elle est trop chère, et personnellement je l'attendrai autour des $130. Très bonne note quantitative avec 15 sur 20, une note fondamentale moyenne avec 10 sur 20 et une surévaluation avec moins 35% de marge de sécurité, donc une marge de sécurité négative.
Et maintenant, pour conclure, donc Broadcom sur le papier est une entreprise de qualité qui bat le S&P 500. À long terme, elle possède un large moat, donc un fort avantage compétitif avec de bons fondamentaux et de belles perspectives de croissance. Elle est leader notamment sur les puces Wi-Fi et 5G et c'est un acteur clé de l'écosystème des semi-conducteurs. Elle est aujourd'hui largement surévaluée par contre par rapport à mes hypothèses de croissance et mon prix d'entrée serait autour des $132. Et pour moi, ça va être non Broadcom, tout simplement parce que c'est une entreprise qui n'est pas suffisamment intéressante pour apporter une plus-value à mon portefeuille à long terme. J'ai déjà une exposition aux semi-conducteurs via ASML et Applied Materials. J'ai déjà un fabless designer avec Apple notamment. Je suis exposé également à Google et à Microsoft. Donc pour moi, Broadcom n'apporte pas de réelle plus-value à mon portefeuille. Donc c'est pour ça que pour moi, ça va être non. Elle va rejoindre ma watchlist à creuser. C'est une watchlist d'actions que j'ai un petit peu en attente en parallèle, donc qui n'est pas ma watchlist principale. Mais voilà, elle va aller dans cette watchlist et puis on va voir comment ça évolue à l'avenir. Peut-être que je changerai d'avis dans les prochaines années, peut-être pas. Seul l'avenir nous le dira. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Broadcom. Est-ce que vous l'avez en portefeuille et quel est votre prix juste pour Broadcom? N'oubliez pas d'aller suivre la chaîne IQ Bitcoin si le sujet du Bitcoin vous intéresse, surtout en ce moment avec l'explosion du prix du Bitcoin. Ça fait vraiment du bien. Ensuite, n'oubliez pas d'aller suivre la page Instagram iq-invest.fr et également le podcast Le CAF Rentable, bien évidemment. Il y a un nouvel épisode tous les lundis matins à 8h. Allez le suivre sur YouTube et sur les principales plateformes de podcast. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.